Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission à Racaille du 26 novembre 2024 qui sera consacrée pour sa partie artistique à Damien de Roubaix, en un jour si obscur, qui est le thème d'une exposition à la Bibliothèque nationale. Et nous allons, dans le même temps, tenter de porter notre regard à marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Ouais, salut à tous. Vous pouvez nous mettre un petit mot artracaille@orange.fr ou sur notre blog également. القدس وعكا نحن إلى يافا في غزة نحن وقلب جنين الواحد منا يزهر آلافا لن تذبل فينا ورقة تين ما هنا الحق ولا خافا عودتنا إيمان ويقين لن نسكت لن نستسلم لا 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 لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا 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 لو راح نبقى فيها اليوم الدين لن نسكت لن نستسلم لا 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 لا, لا نفديك يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا تشرق شمسك فوق أمانينا وينام صغارك مبتسمين ونراك بخير حين تنادينا نار بيوت وبساتين سنعي ونرغم مآسينا أحرار نشر مدحرجين لن نسكت لن نستسلم لا 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 لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا 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 لو راح نبقى اليوم الدين راح نبقى فيك يا فلسطين لن نستسلم لا 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 لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا 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 لو راح نبقى فيها اليوم الدين فلسطين بلادي C'était le groupe Umrou de Falastine Biladi. Cerf, cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entrez bien, me serrez la main. Pas un truc de militaire sur le théâtre des opérations. Où la consigne, c'est la consigne. Tuer. Hommes, femmes, enfants. Hé, les Gazaouis, la forme? Une question conne d'un con. De l'humour SS, de l'humour de ceux qui tuent la vie à Gaza. Du Liban plus récemment, de la Syrie en passant bientôt l'Iran et du reste du Moyen-Orient, tant qu'à faire. On va le faire. Tsahal ne se sent plus. Avec les bombinettes et autres engins explosifs à Merloc, la gonflette va son train. Dans l'indifférence des nations occidentales qui s'en tamponnent discrètement le coquillard, dans le non-respect des sanctions internationales et autres falbalas du respect du droit, qui régit les rapports entre les peuples en guerre comme en paix. Le régime de Londra qui fait sa tambouille dans la colonie dite d'Israël n'en a rien à battre.
qui se planque derrière une désinformation permanente depuis son arnaque de 1948, faisant croire dans un va-et-vient outrancier à sa parenté avec les victimes du judéocide nazi, ce qu'on appelle aussi la Nakba, qui aurait fondé la création de cet État fumeux, alors qu'enfin, on sait que la création de cet État dit juif est le fait d'illuminés européens qui disaient occuper un quasi-désert humain. On sait depuis peu qu'il n'en est rien. En digne successeur des colonisateurs du vieux continent qui, après avoir conquis les Amériques et une grande partie du monde habité, ont inspiré un dernier avatar de la colonisation, l'occupation de la Palestine. Encore un croche-patte des roast-beef avec les bavocheries d'un Balfour farouchement antisémite à la mode de son temps et qui a posé les premières pierres de cette dernière colonie. Des spécialistes, les roast-beef, pour créer les conditions idéales favorables à la mésentente des peuples à leur avantage, une politique qu'ils pratiquent depuis la reine solitaire, Marie Ier. Divisée pour régner. Elle est pas bonne celle-là, mais un couac monumental vient de se ramener la trombine par l'intermédiaire de la CPI, la Cour pénale internationale, qui se décide, enfin, à lancer un mandat d'arrêt international à l'encontre du chef des tueurs coloniaux israéliens à Gaza, la martyre. Et de notre indifférence innommable, que reste-t-il, que restera-t-il au jour de la paix enfin retrouvée? Malgré les menaces dont ils sont victimes et la propagande mensongère et grotesque des alliés pour Israël, qui nie le génocide qui se perpétue aujourd'hui comme hier en Palestine, ils ont l'immense courage de dire le vrai, le véritable visage de la justice qui, après des dizaines de milliers de morts, des dizaines de milliers de blessés et d'handicapés à vie, dit non, plus jamais ça. Nous savons bien en nos intérieurs malmenés que la guerre a des ressources et que cet arrêt de la CPI peut être aujourd'hui, demain, dans un futur proche, complètement jeté dans un cul de basse-fosse par les cow-boys, amerlocs et surtout les marchands d'armes qui bricolent les bombinettes et autres gadgets meurtriers dans des usines de la mort qui tournent à plein régime et remplissent leurs comptes bancaires. Avec l'élection du zinzin qui prend déjà ses aises à la White House, quasi, le monde va danser le boogie-woogie, une danse frénétique pour faire oublier le retour de la bête un peu partout, chez nous et ailleurs. 2 guerres mondiales, un Occident, des bêtises, pas de quoi fouetter un chat, jamais 203, comme on dit dans le peuple, la sagesse à la mode de chez nous. Je vais continuer un petit peu sur tout ce que tu dis. Alors moi qui ai plutôt l'habitude d'avoir envie de voir le verre à moitié plein, je vais quand même dire qu'effectivement c'est une très bonne nouvelle que ces mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Netanyahou est galant. Et d'ailleurs il y a quand même 124 pays dans lesquels ils ne peuvent plus se rendre. Et il y a déjà des pays qui se sont clairement positionnés, comme le ministère belge des Affaires étrangères qui a déclaré que si Netanyahou ou Galland entrent en Belgique, nous les arrêterons à l'aéroport. Le ministre néerlandais des Affaires étrangères a également affirmé « Nous arrêterons Netanyahou s'il met le pied sur le sol néerlandais en application de l'ordonnance de la CPI ». Donc le ministère italien de la Défense affirme que Netanyahou serait arrêté s'il se rendait en Italie. Ce qu'on attend, c'est une position claire de la France qui jusqu'à présent semble se faire un peu oublier. J'écoutais Pascal Boniface sur son site de l'Iris et effectivement il disait que quand même on verra les conséquences de ce mandat d'arrêt, mais que ça mettait quand même un petit peu de sable dans les rouages parce qu'il y a quand même ces pays dans lesquels il ne peut plus aller. C'est quand même une déclaration internationale
internationale, même si Israël s'empresse de dire que la Cour pénale internationale est antisémite. Enfin, ça Oui, devient oui. tellement... Ce mot, il a été vidé de toute substance, donc en fait, on peut plus y accorder quelque crédit que ce soit. Mais effectivement, il va falloir que la France se positionne clairement, et l'Allemagne aussi. L'Allemagne qui a un soutien indéfectible à Israël, qui arme Israël, c'est le pays européen qui arme le plus Israël. On peut comprendre historiquement pourquoi. Oui, mais bon, il y a un moment, il faut séparer les choses. C'est-à-dire que là, ce qui se passe, c'est un génocide. On peut pas soutenir un génocide. Enfin, il faut, quand on écoutait, les Allemands, ils sont pas. c'est ce qu'on écoutait, c'est ce que disait Gérard Haddad, le psychiatre juif tunisien dont on avait parlé la dernière fois. Il parlait de l'Allemagne et lui était vraiment très dur. Il disait entre génocidaires, ils se comprennent. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est important. Je suis d'accord avec lui. Voilà, c'est important de souligner ça. Donc il va falloir que ces pays se positionnent. En tout cas, je trouve que c'est quand même une très très bonne nouvelle. Voilà. Et une deuxième bonne nouvelle, c'est la libération aussi conditionnelle de Georges Ibrahim Abdallah, qui est enfermé depuis 40 ans. Depuis 40 ans, qui était libérable depuis je ne sais plus ans. combien d'années, et que on aurait dû effectivement libérer, et qu'à chaque fois on avait refusé de signer sa libération. Et voilà, donc là en fait donc les politiques au plus haut niveau. Donc là, normalement, depuis ce 15 novembre 2004, sa demande de libération réclamée depuis longtemps par le MRAP a été acceptée. Donc il faut dire que c'est le plus ancien prisonnier politique d'Europe. C'est un communiste libanais, défenseur des droits des Palestiniens, qui pourrait donc se retrouver en liberté. On peut rappeler que c'était sa 11e demande depuis sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité en 1986. Il avait été arrêté en 84, c'est un enseignant libanais qui avait été condamné à perpétuité pour complicité dans l'assassinat de 2 diplomates, un Américain et un Israélien. C'était un procès politique et on avait bien vu après qu'il y avait beaucoup d'irrégularités, donc les preuves n'étaient pas du tout des vraies preuves, quoi. Le procureur avait réclamé 10 ans d'emprisonnement et il est libérable depuis 25 ans et il allait entamer sa 40e année, donc derrière des murs. Donc on espère qu'effectivement il pourra être remis en liberté. Donc pour l'instant, si le parquet n'interdit pas. Voilà, c'est une victoire juridique et cette fois c'est pas conditionné à la signature d'un arrêté d'expulsion par le ministre de l'Intérieur. La seule condition de sa libération est que l'ambassade du Liban le prenne et l'emmène, ce à quoi l'ambassade du Liban s'est déjà engagée. Donc c'est une victoire politique. On sait que les États-Unis avait fait pression en estimant que sa victoire serait une victoire du Hezbollah. Aujourd'hui, en fait, c'est surtout le symbole d'un homme qui est maintenu en détention depuis désormais plus de 40 ans sur une période devenue disproportionnée au regard des faits commis et de sa dangerosité actuelle. Des faits soi-disant commis. Soi-disant commis. Donc, effectivement, les juges expliquent que le mouvement des Farl auquel il appartenait est une histoire révolue, que l'internationalisation du conflit au Proche-Orient s'est produite indépendamment de Georges Abdallah et que la situation géopolitique ne peut justifier sa relégation absolue et définitive. Il a eu énormément de soutien pendant toutes ces années, il est enfermé à Lannemezan, tous les ans il y avait des manifestations à Lannemezan. Il y a eu aussi des manifestations parisiennes quand il fallait signer l'ordre de sa libération, ce que Darmanin avait refusé de faire il y a quelques années. Donc voilà, c'est une première et grande victoire qui malheureusement n'est pas absolue parce que le parquet national antiterroriste fait appel, ce qui suspend la décision qui est prise par le tribunal d'application des peines. Donc l'appel doit être instruit dans les 3 mois qui viennent, donc il faut toujours rester vigilant et maintenir la pression. Mais ça reste quand même une bonne nouvelle, quoi. Il y a aussi toujours par rapport à ce qui se passe à Gaza, il y a une association qui s'est montée qui s'appelle Éducation 4 Gaza qui va mettre en place toute une campagne d'éducation à Gaza. Donc il y a eu un lancement, il y a une petite vidéo, on voit Christiane Essel qui appelle à soutenir cette initiative. Christiane Essel, donc on se rappelle, c'est la femme de Stéphane Essel, elle doit avoir à peu près l'âge qu'il aurait aujourd'hui. Nous on l'avait vu pas loin de 100 ans. Voilà, nous on l'avait vu plusieurs fois dans des soirées palestines et c'est quelqu'un effectivement, les Essel ont toujours soutenu la Palestine. Et les seuls qui sont des juifs. Voilà, tout à fait. Et donc là, il y avait une soirée qui était animée la semaine dernière pour essayer de trouver des fonds et pouvoir organiser ces cours à Gaza, ces écoles à Gaza, toujours sous des tentes, toujours un peu improvisées. Mais on sent qu'il y a, en fait, c'est improvisée et dangereuse parce que dangereuse, bien sûr. Il y a toujours ces snipers israéliens qui sont
poster pour descendre tout ce qu'ils peuvent descendre. Mais c'est impressionnant comme il y a une volonté toujours d'éducation. Le peuple palestinien ne lâche rien, quoi. À chaque fois, il y a toujours des écoles partout qui se montent avec trois bouts de crayon, de papier. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Donc là, j'ai mis le lien pour les gens qui voudraient apporter quelques euros à ce projet, quoi. Voilà. Et comme j'avais envie aussi de parler quand même de nouvelles qui sont un peu plus réjouissantes, moi je suis abonnée Oui, il y en a. Ici, bon. Voilà. Quand même, il faut chercher un petit peu, mais on a besoin aussi de ça pour continuer à vivre, parce que sinon, avec le ciel gris qu'on a, la pluie, il y a un moment, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc, c'est dans le dernier numéro de Silence, il y a tout un dossier sur la sécurité sociale alimentaire. Donc, c'est pas mis en place au niveau national. Il y a plein de groupes d'études, il y a plein de réflexions autour de ça, qui serait en fait comme notre sécurité sociale de la maladie, c'est-à-dire qu'il y aurait des cotisations et des gens pourraient après, les gens dans le besoin pourraient avoir des remboursements sur leurs achats de nourriture. Et effectivement, dans un pays qu'on dit sixième puissance mondiale, la moindre des choses serait que chacun puisse manger à sa faim. Et dans ce dossier... Et que les enfants ne dorment pas dans les rues. Voilà, et dans ce dossier, il rappelle que quand Coluche a monté les Restos du Cœur, c'était pas du tout au départ pour que ce soit pérenne, c'était pour faire face à une crise. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que les Restos du Cœur sont indispensables et qu'ils sont pas suffisants. Enfin, il n'y a pas que les Restos du Cœur, il y a aussi le Secours populaire, il y a des tas d'associations qui s'occupent de ça. Et là, il y a un petit village dans le Vaucluse qui s'appelle Cadenet. Et depuis le mois d'avril, en fait, ça a commencé bien avant, il y a des habitants qui avaient réfléchi ensemble sur plusieurs mois à leurs aspirations, justement pour essayer de pouvoir fournir une aide alimentaire à des gens du village. Donc ils ont fait une convention locale qui a débouché sur la création d'une caisse de l'alimentation. Donc Cadenet, c'est une petite commune, c'est 5000 habitants. C'est entouré de champs, c'est situé à 1 heure de Marseille, 30 minutes d'Aix-en-Provence. C'est au pied du Luberon. Ouais. Et là, justement, il y a cette expérience de démocratie alimentaire qui, ce mois d'avril 2024, a réussi à commencer à fonctionner. Donc, il y a 33 habitants et habitantes qui vont bénéficier de 150 € de nourriture par mois et par personne dans des lieux d'achat conventionnés. C'est l'épicerie du village, c'est le magasin de producteurs et l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Et donc c'est un projet qui était né en 2020 avec les associations. Et là, en fait, les gens se sont réunis, les habitants, les citoyens se sont réunis et ils ont réussi à essayer de mettre au point ce système qui reste à mieux. Mais il y a une formation aussi sur tout ce que ça représente. Enfin, c'est vraiment un projet qui, à ce que j'ai lu sur l'article de Silence, tient la route. Et dans ce numéro de Silence, il y a quelques autres projets qui existent comme ça. Bon, l'idéal après, ce soit que ça devienne quelque chose de national et que tout le monde puisse en bénéficier, quoi. Je suis pas sûr. Personnellement, je préfère les petites structures comme ça plutôt que les structures nationales. Oui. Parce que les petites structures comme ça, elles ont une souplesse d'organisation, etc., qui leur permettent de rebondir et tout ça. C'est pas noyé dans la paperasserie. Oui. Oui, bien sûr. Public. Et puis là, effectivement, donc comme ils expliquent, on peut facilement parler aux gens à la sortie des écoles, dans les supermarchés. Enfin, on peut avoir des contacts et déboucher sur quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, ces citoyens ont réussi quand même à se mettre d'accord, alors qu'on imagine. Et là, dans la réunion, il y avait toute catégorie sociale et d'âge aussi. Donc, c'est une expérience de mixité citoyenne, et ça, c'est vraiment important, quoi. Oui, très important. Surtout, j'ai vécu pendant 25 ans, pendant un quart de siècle, dans un village, justement pas très loin de Cadenet. Et je vais vous dire que, personnellement, je suis très étonné qu'un projet comme ça soit né dans un de ces villages agricoles de Provence, parce que la Provence aujourd'hui n'est plus du tout ce qu'elle était il y a quelques 50 ou 60 ans, c'est-à-dire avec une majorité de communes socialistes ou communistes. C'est plutôt l'extrême droite qui tient les rênes. Comme quoi, il faut pas désespérer quand même. Non. Et donc là, comme je disais, il y a une mixité sociale et d'âge. Donc en fait, effectivement, il y a des gens qui sont SMIC, mais il y a des ingénieurs nucléaires, il y a des retraités. Et en fait, dans les réunions, en fait, ils se retrouvent avec, comme par hasard, autant d'hommes que de femmes. Et ça, c'est important aussi qu'il y ait cette parité. Donc le collectif se retrouve un jeudi sur
2. Ils se sont retrouvés de février à juin 2022 pour se former. Et en fait, il y a eu aussi du tirage au sort parmi les habitants. Donc, ça reste en tout cas une expérience voilà, à valoriser et peut-être à reproduire. Effectivement, peut-être qu'il faut la reproduire simplement localement et que c'est le meilleur moyen d'échapper à tout. Enfin, parce qu'au niveau national, ça va être noyé par la paperasserie, par une législation encore à la con, parce que ceux qui dirigent ce pays sont pas des gens qui meurent de faim. Voilà, ils y connaissent rien, ils savent pas ce qui se passe. Donc, comment peuvent-ils en parler et légiférer là-dessus? Non, moi je suis pour les toutes petites structures. Et je pense que c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus souple, ça peut rebondir, etc. Bah là, oui, effectivement, parce que même, alors, je crois qu'ils ont bénéficié quand même d'un fonds d'aide au départ, parce que ça représente quand même quelques milliers d'euros, hein, de la région. Je sais plus, non, je suis pas sûre que ce soit que la région, mais du coup, ils peuvent travailler avec les commerçants du village, qui ont tout intérêt aussi à ce que la consommation reste le plus locale possible. Hein, donc voilà, j'avais envie de parler de ça pour mettre un peu quelque chose un peu plus joyeux dans ce presse-papier. Non, mais pour moi, la conclusion, c'est faisons confiance aux petites structures dans ce genre de comment dirais-je, d'organisation pour permettre à des gens de manger. Voilà. Avec, en fait, ils ont réfléchi, donc ils ont quand même pas mal de références de produits et ils réfléchissent à combien ils remboursent sur chaque produit en fonction peut-être des améliorations, enfin, de bénéficier peut-être tel producteur de viande qui va travailler dans de meilleures conditions. Enfin, vraiment, ça a l'air d'être très très sérieux, quoi. C'est peut-être là qu'il faut aller habiter. Oui, bah bien sûr, oui. Non, mais tous les villages ne sont pas comme ça, hein, parce que bon. Dans les villages, avec toutes les rivalités qui datent, qui sont vieilles comme mes robes, voilà, ils savent même pas pourquoi ils se détestent. Non, il y a quand même... Et tu vois, là, les gens travaillent ensemble, ouais, voilà. Là, ouais. Je suis né au début des années 80. Mes parents firent faillite, gérant Félix Potin. Quand à la fin des repas, je disais que j'avais faim, on me disait mange ta main et garde l'autre pour demain. J'ai jamais bien compris ce que me disait ma mère. Une main, ça nourrit pas, y a que de la peau et des nerfs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai trouvé mieux à faire. Pour résoudre ce problème d'apport alimentaire, je bouffe un riche, je bouffe un riche, je bouffe un riche, et je garde l'autre pour demain. Bien sûr, vous allez me dire que tout ça n'est pas très sain, qu'ils sont tous gros et gras, pour mon cœur c'est pas bien. Mais je tiens à vous dire que ce sont des clichés. Moi j'en connais plus d'un, fin sportif et musclé, nourris sans OGM dès leurs plus jeunes années. Du ski tous les hivers, du bateau tout l'été, et pour leur habitat, je crois que vous l'aurez compris. C'est tout sauf de l'élevage en batterie. Je bouffe un riche, je bouffe un riche, je bouffe un riche, et je garde l'autre pour demain. Je bouffe un riche, je bouffe un riche, je bouffe un riche, et je garde les autres pour la fin. J'ai grandi à l'époque des restaurants du cœur. Il n'y avait plus du bois, d'exploités, d'exploiteurs. On était des exclus, va trouver l'exclueur. Tout ça c'était de notre faute, on était des losers. Fallait savoir se vendre, devenir des winners. C'est la loi de la jungle, tu gagnes si t'es un tueur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai plus faim, j'ai plus peur. Quand vient l'heure du repas, je souris de bon cœur. Je bouffe un riche, je bouffe un riche, je bouffe un riche, et je garde l'autre pour demain. Je bouffe un riche, je bouffe un riche, je bouffe un riche, et je garde les autres pour la fin. Si toi aussi tu peines à payer ton loyer, faire tes courses pour la semaine ou prendre des congés, si tu sais pas quoi faire pour sauver la planète, si tu as des ulcères quand tu penses aux Fouquettes, si tu veux rendre service aux enfants qui suivront, alors vas-y mon gars, c'est l'heure du gueuleton. Si tu n'as plus de dents parce que ça coûte trop cher, fais-le cuire en hachis avec des pommes de terre, mais bouffe un riche, bouffe un riche, bouffe
bouffe un riche et garde l'autre pour demain. Bouffe un riche, bouffe un riche, bouffe un riche et garde les autres pour la fin. Bouffe un riche, bouffe un riche, bouffe un riche et garde les autres pour demain. Bouffe un riche, bouffe un riche, bouffe un riche et garde les autres pour la fin. Bouffe un riche. Eh ben, le groupe l'Arabia, je mange un riche, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas mangé de riche. C'est ce que proposait le NFP sur les modifications du budget, mais je crois que personne, le reste du Sénat ne veut pas manger de riche. C'est dommage quand même. Non, mais les riches, hein, c'est pas très appétissant. Hein. Je veux dire, ils ont les chairs qui sont un petit peu faisandées.